Ok, let's go. J'aime bien faire ces petites vidéos d'intro là, c'est sympa je trouve. Enfin c'est pas moi qui les fais, hein. C'est clairement le compte Instagram du Semi de Boulogne. On se met une petite musique d'ambiance sympathique, c'est parti. Semi de Boulogne, dans 6 jours. Je suis très très chaud évidemment, j'ai très envie de battre mon record. Donc voilà, c'est pas spécialement le thème du stream de ce soir. Encore que, donc j'ai fait une petite story sur Instagram hier soir pour voilà, faire un petit FAQ, vous demander un petit peu de quoi vous avez envie de parler, me poser quelques questions, et j'ai reçu quelques questions intéressantes, donc on va en discuter ensemble. Check. Voilà, j'ai fait un petit... Attendez, hop, on va se mettre sur le bon écran, voilà, c'est beaucoup mieux. On va rester dans... Pardon, oula, petit chat dans la gorge. On va rester dans le thème de la petite vidéo d'intro et on va discuter un petit peu, légèrement si vous le voulez bien, du Semi de Boulogne, voilà, qui s'annonce dans 6 jours. J'ai reçu une question, non c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, voilà. Normalement elle est bien calée. Pourquoi pas d'affûtage en vue de Boulogne? Voilà une question qu'on m'a posée sur Instagram. En vérité, salut Enzo dans le chat. Si, je fais un affûtage, hein, donc la course est dans 6 jours. Je n'ai pas couru aujourd'hui, voilà, j'ai pris un petit jour off des familles et cette semaine ça va vraiment être assez cool. Mais c'est vrai que je fais un affûtage qui est assez court pour un semi-marathon, c'est-à-dire juste cette semaine. C'est vrai qu'il y en a qui aiment bien faire un affûtage plus long pour un semi-marathon, peut-être par exemple 10 jours voire 2 semaines. Et moi c'est pas mon cas, c'est vrai que j'ai enquillé une grosse semaine la semaine dernière avec une très grosse séance, 3 x 5 km allure semi. J'ai tartiné, hein, clairement, c'était vraiment pas facile. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est parce que le semi-marathon de Boulogne, c'est pas mon seul objectif. Je fais aussi le marathon de Malaga au mois de décembre. C'est dans un mois en fait, hein, c'est le 14 décembre. Et donc le fait d'avoir ce double objectif, ça m'a fait réfléchir un peu différemment. Et je veux quand même garder un gros volume au maximum pour le marathon. Et donc réduire un petit peu mon temps d'affûtage parce que je veux pas que la forme baisse de trop. Et donc en fait je mise pas tout sur Boulogne, c'est-à-dire que Boulogne, j'ai envie de faire une grosse perf, battre mon record, mais je veux aussi en garder pour Malaga, donc bon, je suis un peu le cul entre deux chaises, c'est pas forcément idéal comme situation, mais c'est totalement assumé de ma part. Attendez, hop, je vais juste recaler ça. Donc voilà, je fais un petit affûtage, mais un affûtage d'une semaine seulement, voilà, et pas 2 semaines comme on pourrait le penser classiquement pour un marathon. Si jamais vous ne connaissez pas mes objectifs, j'avais fait une petite vidéo qui est... Attendez, je vais vous la retrouver. Petite vidéo. Voilà, on va peut-être pas la regarder, elle est pas très longue, hein, mais c'est juste ici. Ma saison préférée, c'est l'automne. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi cette vidéo-là sur Instagram, elle est aussi sur TikTok et sur YouTube, où je vous explique un petit peu mes objectifs rapidement, hein, en 1 minute à peu près. Et donc, je vous confirme qu'il y aura bien l'enchaînement semi-marathon de Boulogne et marathon de Malaga. C'est pour ça que mon affûtage pour Boulogne est réduit. L'idée, c'est d'enchaîner vraiment très vite. Donc, c'est plus risqué, hein. J'en ai bien conscience. Mais comme j'explique dans la vidéo que je viens de vous montrer brièvement, moi, l'automne, c'est ma saison préférée, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Moi, je suis très fan de l'automne. Enzo qui me demande est-ce que je vais faire les France de cross. Et écoute, j'adorerais faire les France de cross, mais je n'ai pas le niveau, tout simplement. C'est très sélectif. Et alors, en cadet et en junior, j'arrivais à me qualifier. Chez les jeunes, je trouvais ça moins dur. Mais là, maintenant que je suis en senior, laisse tomber, je suis en Ile-de-France. Les LIFA, c'est abuser le niveau. Et je pense que vraiment... je pense qu'en Ile-de-France, en senior, si t'es pas en moins de 32 au 10 bornes, pour moi, tu peux pas faire une qualif, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Le niveau est trop élevé. Je sais pas si dans les autres régions c'est moins élevé ou pas le niveau. Mais j'avoue, j'ai déjà pensé à changer de club, à me changer de région, me barrer de là, juste pour trouver une région où c'est un peu moins dur de se qualifier. Parce que je kifferais vraiment faire les France de cross. Mais voilà, j'ai pas le niveau pour me qualifier aujourd'hui. Je suis honnête avec ça. Enzo qui nous dit dans le chat qu'il préfère l'hiver parce qu'il y a les crosses. KD2 en Ile-de-France, ça va être dur. Ah, t'es en Ile-de-France, t'es dans quel club? T'es dans quel le FC blessé? Non, c'est pas ça ton club. Ah, dans le FC blessé, mais non, t'inquiète, on est le 10 novembre, les blessures, ça fait partie de la vie du coureur, ça fait partie du jeu, et je te souhaite évidemment un bon rétablissement, j'espère que tu seras vite remis sur pied, mais il y a le temps avant les crosses, hein, les championnats, c'est pas tout de suite. Ok, t'es à Ponto Combo dans le 77, écoute, enchanté Enzo, enchanté, et puis bon courage, hein, bon rétablissement pour cette épreuve qu'est la blessure. On va en parler, hein, donc dans les questions, hein, vous allez voir, hein, j'ai préparé, donc,
j'ai reçu quelques questions sur Instagram dont on va discuter ce soir et on va parler un petit peu de blessures tout à l'heure. Mais ok, bon courage Enzo, bon courage. On se croisera sûrement donc sur les crosses en Île-de-France, mais moi je préfère l'automne. Voilà, je préfère l'automne parce que c'est vrai que je suis coach en club aussi, je suis pas seulement athlète et la saison de cross à coacher janvier-février, c'est assez fatigant. Le déplacement au championnat de France de cross début mars, il est très fatigant aussi. Et l'automne, c'est moins fatigant pour moi, surtout que je me suis bien reposé en été. Donc quand j'arrive en automne, je suis au taquet. Et donc c'est pour ça que je fais ce gros enchaînement, semi-marathon de Boulogne et marathon de Malaga. Et donc je parlais à l'instant avec Enzo du fait que selon moi, pour se qualifier au championnat de France quand t'es en Île-de-France, si t'es pas en moins de 32 au 10 bornes, juste c'est pas possible parce qu'il y a trop de niveaux. Et justement la deuxième question qu'on m'a posée sur Instagram, quand est-ce que tu passes sous les 33 au 10? Voilà, c'est mon ami Erwan qui m'a posé cette question. Effectivement c'est vrai que je lorgne sur le sub 33 depuis un bon moment maintenant, depuis des années. Et mon record donc c'est 33,07 et j'ai très envie bien sûr de faire sub 33, donc vous l'avez bien compris, ce sera pas pour 2025 parce que là on est déjà en novembre et il me reste le semi-marathon ce dimanche et le marathon de Malaga le mois prochain, donc c'est déjà très chargé comme fin d'année, ça laisse pas beaucoup de place pour un 10 bornes, donc clairement le sub 33 au 10, je retenterai ma chance en 2026, je sais pas encore quand, j'avoue, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des propositions de courses de bons 10 km qui seraient intéressants pour moi pour m'aider à battre mon record. Pour l'instant je sais pas encore ce que je vais faire, mais oui, je compte bien retenter ma chance sur 10 km, essayer de faire ce fameux sub 33. Pour l'instant j'y suis pas, je suis à 33,07, donc autant vous dire que quand t'es en 33,07 au 10 bornes, à moins d'être un méga maxi spécialiste des crosses, super à l'aise sur les crosses dans les labours en mode sanglier, clairement c'est pas suffisant pour aller aux France de cross. Voilà, donc pour répondre à ta question Enzo, hein. Et c'est vrai que si on regarde mon petit bilan, attendez, est-ce qu'il n'y a pas ma grosse tête qui gêne un petit peu, ça va. Donc le 10 bornes route, regardez, voilà ce qui se passe un peu. Pour moi au 10 bornes, donc j'ai commencé à 39 minutes et j'ai grappillé, alors j'ai fait un gros saut en 2018, c'est vrai, là je suis passé à 33, c'était une bonne perf pour moi, un bon souvenir. J'ai regrappillé quelques secondes en 2023, voilà, 33,26, la 33,07 à Nice en début d'année, mais le sub 33, voilà, ce n'est pas encore pour maintenant malheureusement. Je sais que Erwan qui est peut-être dans le chat a très envie que je fasse ce sub 33, mais peut-être que je le ferai en 2026. Enzo qui propose dans le chat le 10 km de Joinville en avril, niveau moyen. J'avoue, je connais pas 10 km de Joinville. Je me renseignerai à l'occasion. C'est vrai que avril, j'aime pas faire un 10 bornes trop tard après parce que quand t'arrives en mai, juin, juillet, printemps, été, il commence à faire vraiment chaud. Pourquoi pas le 10 bornes de Joinville en avril. Je me renseignerai. Merci Enzo pour la proposition, mais donc voilà. Pour le moins de 33 au 10 bornes, peut-être en 2026, mais pour l'instant j'avoue que ça bloque un petit peu. Qu'est-ce que j'ai eu comme question autrement ? Oui, donc je disais qu'on avait parlé un peu de blessures, voilà, donc ce sera peut-être le thème principal de ce live. C'est vrai que voilà, sur le titre, j'ai mis je cours le semi-marathon le plus rapide de ma vie, d'une part parce que c'est quand même d'actualité, parce que je vous rappelle que je cours le semi-marathon de Boulogne ce dimanche, donc dans 6 jours, mais c'est aussi bien sûr pour être un peu putaclic, parce que je trouve que le titre il est plutôt intéressant, quoi, donc je trouve ça mieux comme titre que juste blessure, ou on parle de blessure, je sais pas, ça m'inspirait un petit peu plus. Mais il s'avère que, donc je vous disais, j'ai mis une story sur Instagram hier pour que vous me posiez des questions, tout simplement, sur ce dont vous avez envie de discuter, et j'ai reçu 2 questions intéressantes sur les blessures, donc on va en discuter. Tac. Ouais, Enzo qui dit que ça l'intéresse. Écoute Enzo, merci pour ta participation dans le chat, en tout cas t'es très actif, c'est cool. Quels sont les signaux avant-coureur, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je comprends ce que tu veux dire. Quels sont les signaux qui permettent peut-être d'annoncer une fracture de fatigue? Écoute, c'est une excellente question Enzo, et là je t'avoue que je ne sais pas, parce que je suis athlète et coach, mais je suis pas du tout kiné ou médecin du sport, donc j'ai encore plein de choses à apprendre dans ce domaine, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est vachement intéressant comme question, parce que je me sens hyper concerné, tout simplement parce que vous le savez peut-être, j'ai pas mal couru ces derniers temps avec mon ami Luca Murciani, que vous connaissez peut-être, hein, qui fait des vidéos sur Instagram, YouTube, TikTok comme moi, qui a plus d'abonnés que moi d'ailleurs, qui est un peu plus une communauté un petit peu plus large, et donc on devait le courir ensemble, enfin
Je pense qu'il est un peu plus fort que moi, donc il m'aurait battu sûrement. Mais en tout cas, voilà, on avait cet objectif tous les deux. On devait être sur la ligne de départ tous les deux du semi-marathon de Boulogne dimanche. Et malheureusement, bah, vous êtes peut-être au courant si vous le connaissez, il a une fracture de fatigue. Voilà, depuis, ça s'est révélé la semaine dernière. Fracture de fatigue au pied, je crois que c'est au métatarse, je sais plus lequel. Et bah là, c'est out, hein, fracture de fatigue. Waouh, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je pense il m'a dit qu'il pensait pas recourir avant 2026. C'est vrai que c'est assez long. La guérison est assez longue. Donc voilà, c'est tombé là comme ça la semaine dernière. J'ai eu la nouvelle d'un coup. Je pense que lui aussi, il était bien choqué. Il a dit qu'en gros, salut Hicham dans le chat. J'espère que tu vas bien, Hicham. Donc ouais, Enzo, pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Je te rapporte les propos de Lucas, hein, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il a dit aussi dans ses vidéos. C'est que il a ressenti une petite gêne sur un footing. C'était mardi de la semaine dernière. Et le mercredi, donc le lendemain, il avait une belle séance de fractionné. Et là, il a réussi à faire la séance, mais en serrant les dents parce qu'il avait la douleur. Et ensuite, il pouvait plus marcher. Il a galéré à rentrer chez lui. Il rentrait chez lui en boitant. Là, à ce moment-là, il a compris que ça sentait le roussi quand même, ça pue un peu la merde, et je pense qu'il a fait une IRM rapidement ensuite, et ça a pas loupé quoi. Voilà, fracture de fatigue au métatarse, et là le pauvre Lucas, et voilà, il est out pour un petit moment, mais c'est cool, il peut quand même faire un peu de vélo, voilà, un petit sport sans impact. Donc je sais que là il allait pédaler un peu à la salle de sport. Mais ouais, la fracture de fatigue, c'est... Et en fait, voilà, là où, pour répondre à ta question quand même, quels sont les signes pour annoncer une fracture de fatigue ? Je sais pas, moi j'ai l'impression que... Merci Enzo. J'ai l'impression que ça pop d'un coup comme ça. Alors, c'est pas vrai, ça pop pas d'un coup. Mais en fait, c'est comme si le corps... masquait le corps. Je pense que le corps est très fort pour masquer certaines douleurs, et à mon avis, la fracture, elle apparaît pas du jour au lendemain. C'est à dire que au début il y a peut-être une toute petite fissure dans l'os qui apparaît soudainement, et la fissure, petit à petit elle va s'agrandir, mais au début je pense que dans beaucoup de cas, t'as pas de douleur en fait. T'as l'impression que tout va bien alors que t'as déjà un début de fracture, mais tu le sais pas. Et puis d'un coup, un jour, quand la fissure commence vraiment à se développer, tu vas ressentir une première gêne, tu vas courir dessus, et la gêne va s'accentuer très fort, et puis après tu pourras plus courir. Mais j'ai l'impression que en fait voilà, les fractures de fatigue, j'ai l'impression que c'est vraiment traître. C'est que vraiment tu les vois pas venir, et ça te tombe dessus comme ça, alors que évidemment, encore une fois, ça n'apparaît pas du jour au lendemain. Ça se développe petit à petit, mais contrairement à par exemple une inflammation, quand on peut avoir un début de tendinite ou même peut-être une petite contracture musculaire, je trouve que là, dans ce cas-là, c'est moins traître, parce que tu peux un peu plus le voir venir, et tu sens peut-être un peu plus progressivement la douleur augmenter. Alors que la fracture, en tout cas si je me fie à ce qui s'est passé avec Lucas, et là je vous parle de Lucas, mais il y a aussi ma copine à qui c'est arrivé, voilà, elle a une fracture de fatigue au tibia, et elle c'est pareil, ma copine, tout allait bien, elle avait fait un footing actif le dimanche, voilà, une sortie longue de 20 bornes, parce qu'après elle devait faire le marathon comme moi le mois prochain à Malaga, donc elle se fait sa sortie longue tranquillou, super sensation en plus au top, et le lundi elle commence à ressentir une petite gêne, et un peu comme Lucas, et après le mardi, paf, grosse douleur, elle essaie de faire une séance quand même, ça passe mais vraiment dans le dur en serrant les dents, et le lendemain elle a du mal à marcher, elle arrive un peu plus courir, elle arrive à peine à marcher, et voilà, encore une fracture de fatigue. Donc c'est pour ça Enzo, j'ai vraiment bien aimé, ta question je la trouve très intéressante, parce que je peux pas vraiment y répondre, j'ai l'impression que c'est très très dur à anticiper, mais je me sens hyper concerné, parce que dans mon entourage proche, voilà, il y a 2 personnes qui viennent de subir une fracture de fatigue là très récemment, et les pauvres, parce qu'ils sont pas rendus, c'est une guérison assez longue. Et dans les 2 cas, que ce soit ma copine ou que ce soit Lucas, ils l'ont pas vu venir, vraiment. Donc Hicham dans le chat qui nous dit me parle pas de fracture, je pense qu'Hicham tu t'y connais un petit peu aussi. T'as eu une belle galère aussi avec ton pied cette année, mais voilà. Hicham, ça y est, tu as pris ton mal en patience, tu as rongé ton frein, et ça y est maintenant Hicham, tu es de retour. Tu es de retour parmi nous, tu peux faire des bonnes séances, c'est trop cool. Je suis super content pour toi, et je sens que Hicham, tu vas nous faire une super saison 2025-2026. C'est évidemment tout ce que je te souhaite en tout cas. Mais ouais, le sujet des fractures de fatigue, vraiment, vraiment ça m'intéresse. J'ai envie de creuser un peu le sujet, parce que je trouve ça dingue à quel point le corps peut masquer les douleurs pendant un temps, et puis d'un coup, bam, ça te tombe dessus, et là t'es foutu quoi, quand ça te tombe dessus. Malheureusement, il y a pire dans la vie, mais c'est vrai que c'est pas une blessure très rigolote quoi. La question suivante, on m'a posé d'autres questions sur Instagram. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On va rester dans le thème un peu des blessures. Je sais plus qui m'a posé cette question. Voilà, on m'a posé sur Instagram, quelles blessures t'as eues et comment tu les as soignées.
Bon, bah, je vais vous parler un peu de mon expérience hein, rapidement, sans trop épiloguer. Je dirais que ma première grosse blessure, c'était 2017. Et à ce moment-là, j'avais eu une inflammation au genou. Enfin, en vrai, je dis ça, mais c'est juste mon avis. La vérité, c'est que j'en sais rien parce que j'ai jamais fait de diagnostic et ça, c'est une erreur. Voilà. Donc là, on me pose dans la question là, à l'écran, là, comment tu les as soignés. Bah déjà, pour répondre à cette question, bah je les ai pas soignés de la bonne façon. Oula, pardon. On reste sur cette question-là pour l'instant. Comment tu les as soignés? Et bah pas de la bonne façon dans un premier temps parce que à l'époque, c'était il y a des années, hein, c'était en 2017. J'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, les connaissances non plus, et bah je m'y prenais pas de la bonne manière. Et typiquement, je me rappelle très bien que j'avais une douleur au genou et bah, je l'avais laissé traîner et j'ai pas fait la démarche d'aller voir un médecin du sport, un kiné. Grosse erreur, grosse erreur. Alors au début quand on a une première douleur, je pense, hein, là je vous partage juste mon point de vue, hein, je pense que quand on a une première douleur, c'est normal de pas consulter immédiatement parce que on a toujours la théorie de la blessure de... Enfin non, là, justement pas la blessure, là, on va dire la douleur d'entraînement, la douleur de fatigue, parce que bah, t'as fait une grosse séance, t'as forcé, t'as des grosses courbatures, là tu peux sentir une petite gêne quelque part, tu te dis bon, c'est temporaire, ça va passer, c'est une petite douleur d'entraînement parce que je suis en prépa, machin. Donc c'est normal que pendant 2, 3, 4 jours, s'il y a un petit truc qui traîne, bon, disons qu'on ne s'en préoccupe pas tout de suite. Mais si ça commence à traîner 4, 5, 6 jours, une semaine, et qu'il y a toujours la gêne qui passe pas, bon bah là, c'est une évidence, je vous conseille absolument, consulter, allez voir quelqu'un, allez voir un médecin du sport, un kiné. Et moi, bah, pour parler de ma première grosse blessure en 2017, je l'ai pas fait, parce que j'étais... pas très bien conseillé d'une part et que j'avais pas ce réflexe là je pensais pas que c'était si important que ça, j'ai sous-estimé le truc clairement et je me rappelle j'ai eu mal au genou pendant 4 mois, c'était un enfer et ça a été très long à soigner. C'était passé avec le temps parce que comme j'avais mal, bon bah forcément j'ai arrêté de courir et comme je pense, encore une fois, il n'y a pas eu de diagnostic, mais je pense qu'à ce moment-là, c'était une inflammation. Et l'inflammation, à force de se reposer, d'arrêter de s'entraîner dur, elle a fini par passer. Mais c'était assez long, je me rappelle. C'était assez long. La deuxième blessure importante que j'ai eue, il y en a 3 en tout. Hein, je vais vous parler de 3 blessures. La deuxième, c'était encore au genou. Je sais plus si c'était exactement... Parce que bon, c'est pareil, quand on dit blessure au genou, ça veut tout et rien dire. Hein, ça peut être plein de choses, le genou. Hein, ça peut être le ménisque, ça peut être la rotule, bref, il y a plein de tendons différents, etc. Mais je sais plus si c'était la même chose. En tout cas, je sais que j'ai encore eu mal au genou, je dirais fin 2018, début 2019. Et là, je me rappelle très bien, pour l'anecdote, petite anecdote, j'avais des semelles orthopédiques à l'époque, à la fois pour la course à pied et pour le quotidien. J'avais 2 paires de semelles orthopédiques. Et donc j'ai cette douleur au genou qui passe pas, qui traîne pendant quelques semaines. Là, en plus, je me rappelle, c'était juste avant les crosses. Hein. C'était vraiment fin 2018, début 2019, juste avant les championnats de cross. Et j'étais deg parce que je me disais putain, je vais encore louper les crosses parce que je suis blessé, fait chier. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu comme une sorte d'illumination un peu. Je me suis dit mais et si j'essayais de courir sans les semelles orthopédiques? Et du jour au lendemain, je me suis dit, ok, je vais tester. Et du jour au lendemain, j'ai complètement zappé mes semelles orthopédiques. J'ai enlevé aussi bien les paires, la paire de semelles orthopédiques pour le sport et la paire de semelles orthopédiques pour le quotidien. J'ai viré les 2 paires du jour au lendemain. Et comme par hasard, je vous le donne en 1000, la douleur est passée en quelques jours. Donc je sais pas, peut-être que et d'ailleurs depuis ce jour, donc c'était en 2019, début 2019, donc ça fait presque 6 ans, depuis donc presque 6 ans, je n'ai plus jamais reporté de semelle orthopédique et je m'en porte très bien. Voilà, je suis très content comme ça. Je me suis quasiment plus reblessé après. Donc je sais pas, je pense que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de semelle orthopédique. Il y en a qui en ont besoin, mais c'est pas une obligation. Et peut-être que les semelles que j'avais à l'époque, peut-être qu'elles me correspondaient plus, peut-être que le podologue avait pas forcément bien fait son travail, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, petite pub pour mon podologue préféré, voilà, avec qui je bosse depuis quelques années maintenant, depuis, je sais plus, peut-être 2021-2022. Dédicace à Jérôme Sapen, podologue. Voilà, je fais un peu de pub pour lui parce que je le kiffe ce mec. Voilà, je le dis. Jérôme Sapen, podologue à Poissy, voilà, dans les Yvelines. C'est un régal ce mec. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Je bosse très très bien avec lui et il ne me fait pas de semelle. Voilà. Donc mon podologue aujourd'hui c'est Jérôme je lui demande pas de me faire de semelles parce que j'ai pas de semelle orthopédique et je m'en porte très très bien aujourd'hui.
Mais j'aime bien aller le voir pour quand même des petits soins à droite à gauche, ça fait toujours plaisir. Mais donc voilà, ma deuxième grosse blessure, c'était une blessure au genou qui a duré quand même pas mal de temps, quelques semaines, et je l'ai soignée en enlevant mes semelles orthopédiques. Voilà, est-ce que c'est la morale de ce stream, de ce live? Je ne sais pas. Après attention, encore une fois, hein, je répète, je pense quand même qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de bonnes semelles orthopédiques, et auquel cas, voilà, tant mieux pour ces personnes si elles sont bien traitées, qu'elles ont une bonne paire de semelles qui leur correspond très bien. Mais moi, je n'ai pas de semelles orthopédiques et je m'en porte très très bien. Voilà. Et la troisième blessure dont je voulais vous parler, ma troisième grosse blessure, pareil, qui m'a fait chier pendant au moins 4 mois, je pense, c'était une inflammation du psoas. Voilà. Le psoas iliaque jambe gauche, c'était juste après mon premier marathon en octobre 2021, marathon de Paris en octobre, et oui, qui a été décalé à cause du Covid, parce que oui, à l'époque, je rappelle, hein, c'était encore la fin du Covid à peu près, et donc le marathon de Paris, hein, qui habituellement est en avril, et là, il avait dû être décalé 6 mois plus tard, parce que en avril 2021, c'était pas encore possible de faire des grosses compétitions officielles à cause du Covid, et donc je cours ce marathon de Paris en octobre 2021, très très bon souvenir, hein, ce marathon, 2h41, attendez, je flex un petit peu, je vous montre, voilà, non mais ça me fait plaisir, voilà, un petit flex comme ça, il est là, regardez, voilà, 2021, 17 octobre 2021, 2h41-38. Voilà, je suis très 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 content de cette performance. C'est vraiment un excellent souvenir pour moi parce que la prépa c'était pas très très bien passé. Pareil, j'avais eu des petites douleurs pendant la prépa qui m'avaient obligé à réduire vachement mon volume. Donc j'ai pas réussi la prépa que je voulais faire. Et j'avais peur un peu de rater un peu mon objectif parce que la prépa était pas ouf. Et en fait, la course se passe comme dans un rêve. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Attendez, hop, vous l'avez peut-être déjà vu dans le chat. Je vous la montre juste rapidement. Hop, choc. Hop. C'est. Hop. C'est cette vidéo-là, voilà, le plus grand hold-up de ma vie. Alors pourquoi hold-up? Parce que, comme je viens de vous dire, la prépa c'était vraiment pas très bien passé et je m'attendais pas à faire une très très bonne course. Et en fait, un peu miraculeusement, c'est passé, comme dans un rêve. Vraiment, la course quasi parfaite. Je prends pas le mur, je faiblis très très peu. Je fais un très léger positive split. Je crois que mon premier semi c'est 1h20, deuxième semi 1h21. Donc une gestion de course quasi parfaite. Hein. Moi je suis pas trop team négative split. Hein. On pourra en parler d'ailleurs si jamais ça vous intéresse dans le chat. Mais donc voilà, pour moi je fais vraiment la course quasi parfaite. Et donc si ça vous intéresse, voilà, il y a cette vidéo qui existe. J'ai réussi mon marathon grâce à une blessure parce que je me suis blessé pendant la prépa, je me rappelle, j'avais fait une semaine à 0 et tout, c'était vraiment la galère, et j'avais quand même réussi mon marathon. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler, pour revenir un peu au diapo. La troisième grosse blessure dont je voulais vous parler, c'est la blessure qui est survenue juste après ce marathon. Donc voilà, je pense que j'ai très très mal géré l'après-marathon, parce que donc je fais mon marathon en 2h41, voilà, je suis très très content de ma course, excellent souvenir pour moi, et après je décide de prendre 2 semaines sans rien faire, donc vraiment pendant 2 semaines j'ai pas couru 1 mètre de course, là j'ai vraiment fait 0 km, et ensuite j'ai voulu reprendre un peu trop fort, je pense. Avec du recul, je referais pas du tout la même chose si c'était à refaire. Parce que, alors, les 2 semaines sans courir, à la limite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recommandent ça. Bon, moi je trouve que c'est un peu beaucoup, 2 semaines sans courir. Moi je suis plutôt partisan des reprises progressives, mais sans forcément attendre aussi longtemps. Peut-être que... Après, encore une fois, c'est du cas par cas, hein, ça dépend des gens. Ça dépend aussi comment tu ressors de ton marathon, mais moi, je dirais que dans la plupart des cas, 1 semaine sans courir, c'est suffisant après un marathon, et que dès la 2e semaine après un marathon, on peut déjà commencer à remettre des petits footings de 10, 15, 20 minutes, léger, hein, mais voilà, 2 semaines sans courir, c'est un peu beaucoup, je trouve, c'est mon point de vue. Et donc cette fois-là, en octobre 2021, j'ai très très mal géré la reprise après le marathon, donc 2 semaines sans rien faire, sans courir, et derrière je reprends un peu trop fort, voilà, je remets du fractionné un peu vite, un peu tôt, et là je commence à ressentir une inflammation au psoas iliaque, voilà, le muscle extenseur de la hanche, et alors là ça m'a traîné, mais je vous dis pas, hein. Et encore une fois, hein, là aussi j'ai un peu merdé, c'est que j'ai vraiment beaucoup traîné avant d'aller voir un médecin du sport, ensuite d'aller faire des soins en kiné. J'ai trop traîné, j'aurais dû m'y prendre beaucoup plus tôt, et donc résultat, ça m'a traîné 4 mois, alors que peut-être que si dès le début j'avais été vraiment focus en mode ok, rééducation, il faut
faut que je me fasse aider, il faut que j'aille voir un médecin, etc. Peut-être que en 2 mois, 2 mois et demi, ça aurait été bon. Mais comme j'ai mis beaucoup de temps à aller voir un médecin, ça m'a duré 4, même 5 mois, je sais plus. Donc c'était octobre 2021, je pense que j'ai pu reprendre vraiment les entraînements bien comme il faut. Allez, peut-être les premières séances en mars 2022 peut-être. Donc quasiment 5 mois je pense. Donc voilà, c'est pour répondre à cette question là, je me suis un petit peu étalé, mais donc quelles blessures j'ai eu? Il y a eu ces 3 blessures là principalement depuis cette période, depuis 2022. J'ai pas eu de grosses blessures, j'ai eu des petits pépins à droite à gauche, mais c'est assez vite passé. Et comment je les ai soignés? Pas d'une super manière, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. À chaque fois, je trouve que j'ai beaucoup trop traîné. Donc, s'il y a bien un conseil à retenir de tout ce que je viens de dire là, c'est si vous avez une petite gêne, une petite douleur qui traîne, on va dire un peu pendant les 2-3 premiers jours, encore une fois, voilà, on peut entre guillemets ne pas s'en préoccuper parce que on peut se reposer sur la théorie de ok, c'est temporaire, c'est une douleur qui est liée à la fatigue de l'entraînement, c'est une petite courbature qui va passer en 2-3 jours. Donc pendant les 2-3 premiers jours, voilà, ça c'est pas gênant. Mais dès que ça commence à dépasser les 4-5 jours et que la douleur ou la gêne est encore présente et que ça traîne, là, n'attendez pas, hein, les gars. Hein, faut même pas attendre une semaine. Pour moi, à partir de 4, 5, 6 jours, on y va, quoi. On y va, let's go, vous prenez rendez-vous sur Doctolib, vous vous démerdez, je sais pas, vous en parlez à votre coach, qui vous recommandera peut-être un très bon médecin du sport, un très bon kiné, et vous prenez ça en charge, s'il vous plaît. Maëzys dans le chat, let's go. Maëzys qui s'est renommé, qui s'appelait Babo Gabou, je pense, avant, et qui s'est appelé Maëzys. Salut Maëzys, j'espère que tu vas bien. Est-il possible de courir sans avoir la moindre douleur? Connais pas perso. Maëzys, t'es dur, là. Maëzys, non. Maëzys, quand même, non. Alors, la blessure fait partie du jeu, c'est une évidence. Je pense que quand on décide, et j'irai même un peu plus loin, je dirais même que c'est pas qu'une histoire de... Enfin, disons, je pense que quand on décide de courir en compétition, donc c'est-à-dire qu'on recherche la performance, qu'on essaie de battre ses records, et donc, par extension, qu'on repousse un peu les limites de son propre corps, je pense que là, tu signes un pacte, et la blessure, ça fait partie du contrat, quoi. C'est-à-dire que, limite, c'est pas normal que tu te blesses pas. Il faut te blesser pour comprendre un petit peu comment marche ton corps, interpréter les signaux que ton corps t'envoie. C'est même important, je pense, d'avoir des douleurs et de se blesser quand on cherche la performance. Quand on cherche pas la performance et qu'on n'est pas compétiteur, bon, c'est un peu différent. C'est vrai que c'est quand même mieux de vesquiller les blessures et la douleur. Mais je pense que dans tous les cas, voilà, c'est dans les blessures et dans les moments difficiles qu'on apprend le plus de choses. Et les douleurs et les blessures, voilà, c'est formateur. Ça t'aide à te remettre en question. Encore une fois, à comprendre un peu les messages que ton corps peut t'envoyer quand tu fais un effort physique important. Donc est-ce que c'est possible de courir sans avoir la moindre douleur? Oui, c'est possible. Et Maëzys, t'es de mauvaise foi là quand tu poses cette question dans le chat, parce que je sais très bien que ça t'est déjà arrivé de courir sans douleur. Donc oui, c'est possible et tu le sais très bien. Mais voilà, les douleurs et les blessures, ça fait partie du jeu. Faut composer un peu avec. Et je pense que le plus important à retenir dans tout ça, là, un peu la morale du truc, c'est vraiment, et ça je l'ai appris aussi avec le temps quand j'ai eu des blessures importantes, les gars, franchement je vous le dis, quand vous n'avez pas de douleur et pas de blessure, mais profitez-en et savourez-le, et surtout essayez d'en avoir conscience le plus possible, parce que moi en tout cas ça m'arrivait au début quand j'ai commencé il y a des années, hein, quand je courais sans douleur au tout début il y a des années, je trouvais ça normal, je m'en rendais pas compte, je me disais oui, je ne l'intellectualisais même pas, c'est-à-dire que pour moi courir sans douleur c'était normal, et c'est que quand j'ai eu ma première blessure, puis ma deuxième, puis ma troisième, que là j'ai commencé à me dire, enfin en tout cas quand j'étais blessé je me disais mais putain mais qu'est-ce que c'était bien quand j'étais pas blessé. Et je me rappelais avec nostalgie la période d'avant la blessure quand j'étais pas blessé. Et surtout, je me rendais compte qu'à ce moment-là, je ne savourais pas suffisamment le simple plaisir que c'est de courir sans douleur. Parce que juste ça, c'est déjà énorme en fait. Donc voilà, s'il y a bien un conseil à retenir pour répondre à ta question, Maëzys, dans le chat, quand vous n'êtes pas blessé, quand vous n'avez aucune douleur nulle part, profitez-en, bon sang, et soyez-en heureux et fiers. Parce que quand la blessure arrivera dans un second temps ensuite, vous vous rappellerez de ces moments où vous n'étiez pas blessé et vous vous direz putain qu'est-ce que c'était bon quand j'étais pas blessé. Et ouais, je pense que vraiment quand on n'a pas de douleur, quand on n'est pas blessé, il faut vraiment savoir en profiter, le savourer au maximum, parce que c'est pas si normal que ça en fait de courir sans aucune douleur.
C'est pas aussi normal qu'on pourrait le croire, en tout cas, quand on commence, quand on n'a jamais été blessé. Voilà, quand on n'a jamais été blessé. Mais oui, c'est possible de courir sans douleur, bien sûr. C'est possible. Surtout quand on cherche pas la performance et qu'on va pas repousser ses limites à chaque séance de fractionné super intense, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de cette question. C'est tellement bien vendu que j'ai envie d'aller courir maintenant. C'est flatteur, tu vas me faire rougir, Maëzis, tu vas me faire rougir. Franchement, let's go. Alors, il est un peu tard, c'est vrai, il est 21h42. Bon, ça peut se faire à la frontale. J'ai un gars de mon groupe d'entraînement là, Mathis, peut-être qu'il est dans le chat d'ailleurs, si jamais t'es là Mathis, n'hésite pas à te manifester, je sais qu'il passe sur les lives de temps en temps. Je vois Mathis sur Strava qui fait des jogs à 22h30 des fois, donc après tout il n'y a pas d'heure, hein. Si jamais Maëzis tu veux prendre ta paire de chaussures là à 21h42 et faire ton petit footing, puisque là visiblement je t'ai bien vendu le truc, donc let's go. Mais enfin non Maëzis, reste sur le live, on discute un peu là, on finit le live et après va courir si tu veux. Mais reste sur le live, c'est sympa, on discute, c'est cool. Prochaine question. Voilà, j'ai reçu plusieurs questions encore une fois sur Instagram. La prochaine, qu'est-ce que j'ai reçu ? Comment prendre du plaisir en faisant du renfo ? Coach, help, par pitié. Excellente question, excellente remarque. Excellente question, d'autant plus que, peut-être si vous me connaissez, vous le savez, je n'aime pas le renfo. Voilà, je n'aime pas ça. Moi, j'aime courir. Et tout ce qui n'est pas courir, c'est un peu de la contrainte pour moi. Voilà, je le dis. Non mais voilà, je le dis. Si vous saviez pas, je le dis. Et sauf que, n'aimant pas le renfo, bon ça c'est une chose, en tant que coach et athlète, j'ai quand même conscience des bienfaits que peuvent avoir le renforcement musculaire, et notamment dans la prévention de blessures, c'est quand même un peu le thème du live, on va pas se mentir, hein. Ça fait déjà 10-15 minutes qu'on en parle, donc le renfo excellent pour la prévention de blessures, et alors... Peut-être que je joue un peu sur les mots, hein. C'est vrai qu'on parle de renfo, muscu. Pour moi, dans ma tête, la muscu, c'est quand tu commences à mettre des charges plus lourdes. Et donc que là, tu sors un peu de l'unique prévention de blessure et que tu vas au-delà, en fait, et que tu vas plutôt chercher même de l'amélioration de performance parce que tu vas casser des fibres et que tu vas essayer de gagner en force, en puissance. Bref, en tout cas, tout ça, on le sait, c'est prouvé scientifiquement, on sait que ça peut avoir des énormes bénéfices sur, d'une part, la performance en course à pied, et encore une fois, le fait de prévenir les blessures et de limiter le risque d'en contracter. Ok, très bien. Mais le problème est toujours là. Le problème, je rappelle, c'est que je n'aime pas le renfo, ça me casse les pieds, voilà. Je vais pas être vulgaire, ça me casse les pieds, je n'aime pas le renfo. Donc, on en revient à cette question qu'on m'a posée sur Instagram, comment prendre du plaisir en faisant du renfo ? Je le sais pas trop moi-même puisque je n'aime pas ça, mais en vérité j'ai quand même des éléments de réponse et c'est pour ça que j'ai retenu cette question très intéressante et que je vais vous en parler maintenant. C'est que une solution, disons que j'ai trouvée, c'est de faire du renfo en groupe. Et ouais, le côté en tout cas moi ça m'aide beaucoup et je pense que je suis pas le seul. Je pense que les autres membres de mon groupe d'entraînement avec qui je fais du renfo tous les mercredis soirs, et oui, on a un petit créneau tous ensemble, on se voit le mercredi soir en salle de sport pour faire un peu de renfo. Je passe une grosse dédicace à Fleur et à Kylian qui gèrent ce créneau de renfo d'une main de maître. Voilà, je suis très très content de pouvoir travailler avec eux pour cette séance et vraiment voilà, Kylian et Fleur, vous êtes des très très bons coachs de renfo à mes yeux et je vous remercie pour toute l'aide que vous m'apportez à ce niveau-là. Voilà, je sais que Kylian n'est pas sur le live mais je sais qu'il regarde toutes mes rediffs, donc je lui passe une petite dédicace pour la rediff qu'il verra demain. Donc voilà, pour répondre à cette question, mon conseil, c'est de faire du renfo en groupe. Et enfin, je parlerai même de manière un peu plus générale. Je pense que dès qu'on n'aime pas un truc, mais qu'on a envie de le faire quand même parce qu'on se dit, allez, ça pourrait être bénéfique pour ce qu'on fait et tout, et faites-le en groupe. Voilà, parce que ça passe toujours mieux quand on est bien entouré, bien accompagné, que quand on est solo à galérer, à tirer la langue. Jérémy dans le chat, pour le renforcement, tu conseilles la veille d'une qualité ou le lendemain ? Oh, ça c'est une excellente question, Jérémy. Et alors peut-être que ma réponse va te décevoir, mais je te dirais que ça dépend. La vérité c'est que ça dépend. Renfo, charge lourde. Déjà voilà, ça c'est intéressant, tu commences à préciser un peu plus parce que ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que tu renforces comme partie du corps, ça dépend quel type de charge, quel poids en fait tout simplement, le nombre de séries, de répétitions, etc. Ça dépend de toute ta programmation. Et même quand tu dis la veille d'une qualité, ça dépend quelle qualité. Est-ce que tu parles d'une séance au seuil 1, seuil 2 ? Est-ce que tu parles d'une VMA, d'un footing actif ? Enfin voilà, donc c'est un peu plus complexe que ça. En tout cas, la question est très intéressante. Et j'avoue, je vais être honnête avec toi, hein, j'ai pas forcément de réponse. Et pour te dire ce que nous on fait en tout cas avec mon groupe d'entraînement en club, donc on fait une qualité le mardi soir.
Donc là, on est souvent sur la piste le mardi soir, on se fait un fractionné, et ça dépend. Ça peut être du seuil, ça peut être de la VMA, on varie un peu les allures. Mais disons que le mardi soir, on se met une qualité assez importante, et on fait du renfo le lendemain. Voilà, le lendemain, mais nous, c'est pas charge lourde. Comme toi, tu précises dans le chat, nous, notre séance de renfo du mercredi, c'est plutôt au poids du corps. On met un petit peu d'haltère et d'élastique de temps en temps, mais globalement, c'est plus du poids du corps, et c'est pas très lourd. Mais après, je vais être honnête avec toi, Jérémy, si on fonctionne comme ça avec mon groupe d'entraînement, c'est même pas vraiment par pur choix de stratégie sportive, etc. C'est juste que on n'a pas le choix. En fait, la mairie de la ville nous a accordé ce créneau du mercredi soir en salle de renfo et on n'a pas eu le choix. C'était ça ou rien. Donc on a pris ce créneau de renfo, mais si ça avait été un autre jour, on aurait pu faire différemment. Donc on fait le renfo le lendemain de la qualité, mais plus parce c'est un peu ça ou rien, on n'a pas le choix. Est-ce que c'est mieux de le faire le lendemain d'une qualité ou la veille ? Eh ben j'avoue, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend de ce que tu veux travailler et ça dépend aussi de ce sur quoi tu veux mettre l'accent. Veille de seuil VMA, je fais le matin et cours en actif l'après-midi sinon. C'est le jongle. Ouais, bah c'est ça, tu jongles un peu comme tu peux. Toi Jérémy, tu fais le matin. Attends, tu cours en actif l'après-midi. Et donc, toi, tu fais comment ? Tu fais la veille ou le lendemain ? J'ai pas compris dans tes messages, Jérémy. Je veux bien que tu me précises ça, s'il te plaît. Tu me précises ça. Maëzis qui dit que si on n'aime pas les gens, Maëzis, tu commences un peu à me taper sur le système là. Oh, Maëzis. Si on n'aime pas les gens, mais si, Maëzis, je sais que tu es une personne très humaine, voilà, très, très généreuse, très, très bienveillante, très sociale. Et je suis persuadé, Maëzis, que tu peux t'entourer correctement pour une belle séance de renfo en groupe. Et je te jure qu'en faisant ton renfo en groupe, alors, je te dis pas que tu vas être fan de renfo, parce que moi, je fais ça depuis le mois de septembre, ça fait déjà 2 mois que je fais ça. J'aime toujours pas le renfo, je n'aime pas ça. Mais quand c'est en groupe, il y a la bonne ambiance, on est bien entouré, on s'entraide aussi, on se donne des conseils, et ça passe tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Mais là, j'avoue, Jérémy, je suis désolé, désolé si ça te déçoit, mais j'ai pas vraiment de réponse à t'apporter. Et aussi, je le précise, donc je suis athlète et entraîneur de course à pied, mais je suis pas préparateur physique. Et je sais que j'ai des lacunes en renforcement musculaire, en musculation. C'est aussi pour ça que depuis 2 mois, là, tous les mercredis soirs, j'essaie je me force un peu à affronter ma némésis, ou mon némésis, je sais pas comment on dit, en faisant du renfo, même si j'aime pas ça. Je me force parce que je sens que j'ai besoin de monter en compétences et d'en apprendre un peu plus sur cette vaste discipline qui est le renfo / muscu. Et peut-être que dans quelques mois, Jérémy, je pourrais te répondre de manière un peu plus développée. Mais là, aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas assez de billes, j'ai pas assez de connaissances. Je n'ai pas envie de te dire de bêtises. Enzo, tu as un bon club demi-fond à me proposer dans le 7-7 ou le 9-4. Là, c'est Enzo, je pourrais te répondre, mais que par réputation, parce que moi, je suis dans les Yvelines dans le 7-8. 7-7 et 9-4, qu'est-ce que je connais du 9-4 ? Le 9-4, c'est un mort des fossés, vraiment, c'est le premier club qui me vient en tête. Pourquoi ? Parce que pour les bons pistards qui me suivent, vous savez, les soirées de Saint-Maur de mai, juin, juillet, voilà, pour la saison estivale, c'est un régal absolu, c'est la base, en fait, j'ai envie de dire. Donc dans le 9-4, je dirais Saint-Maur. Et oui, Enzo, effectivement, Fontainebleau dans le 77. Alors, en demi-fond, je sais pas. J'avoue, en demi-fond, je crois qu'ils ont une très bonne cadette, Céleste Lardon, si je dis pas de bêtises. Après, là, c'est le nom qui me vient en tête. Après, pour les autres, je sais pas. Moi, je sais qu'à mon époque, quand j'étais cadet junior, Fontainebleau, d'ailleurs, ça s'appelait Athlé 77. Et là, c'était vraiment la Dream Team, quoi. Maxime Noël, ah oui, exact, Enzo, Maxime Noël. Oui, je pense que Fontainebleau, c'est pas mal. Et pas que en demi-fond, ils ont aussi... ils sont bons dans beaucoup de disciplines. En saut en hauteur aussi, ils ont un très bon coach. Merde, attends, comment il s'appelle ? Je suis con, j'ai oublié son nom. Bref, je connais leur coach de saut en hauteur, il est très très bon. Non, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, Fontainebleau, Enzo, en tout cas, à mon époque, c'était énorme. Ça s'appelait Athlé 77. Et en cross, ils avaient une dream team. Ils avaient, alors il y a des gars qui sont plus là, mais il y avait Antonin Maliki, je sais pas ce qu'il devient. Il y avait Benjamin Dupont, si je dis pas de bêtises. Il y avait Mehdi Frère qui est beaucoup plus connu, qui était déjà dans l'équipe de cross à l'époque. Ils avaient Alexis Bozio qui était très très fort aussi. Enfin bref. Donc à mon époque, quand je te parle de ça, parce que
J'ai 28 ans quand même. Mais quand j'étais cadet junior il y a 10 ans, là, un peu plus, le club de Fontainebleau, c'était du très très lourd. Ouais. Très très lourd. Et aujourd'hui, je sais que chez les jeunes, ils ont quelques pépites. Pour le reste, je sais pas. Mais ouais, saut en hauteur. Oh alors, t'inquiète pas Enzo, moi aussi. Hein. Alors là, saut en hauteur, je vais pas faire le malin là-dessus. Mais renseigne-toi Enzo. Mais c'est vrai que là, quand tu me parlais du 77, pareil, j'ai vite pensé à Fontainebleau. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais moi, je suis dans les Yvelines, donc je peux pas trop parler. Tout ce qui est en dehors des Yvelines, je connais un peu moins quand même. Donc Jérémy, je remonte un petit peu, qui disait je fais une séance de renfo le mardi, généralement c'est la veille du seuil. Ça tu vois c'est intéressant parce que ça veut dire que tu bosses ton seuil avec une pré-fatigue de renfo et donc tu vas bosser ton seuil avec des jambes lourdes. Moi j'aime beaucoup le concept de pré-fatigue, hein, je trouve ça intéressant, de comme si entre guillemets se tirer une balle dans le pied pour que quand tu commences ta séance t'es déjà un peu fatigué, jambes chargées, tout ça. Ça augmente un petit peu la difficulté et voilà, c'est une contrainte intéressante, faut en être conscient de tout ça, hein. Faut que ce soit vraiment un choix intentionnel de ta part, mais c'est une stratégie intéressante. Voilà, c'est une stratégie intéressante. Merci pour les conseils en tout cas, mais c'est pas ta spécialité, la muscu, c'est bien d'écouter les avis. Grave, je suis carrément d'accord avec toi Jérémy, et j'ai besoin de conseils, d'avis. Je suis en train de me former, ça va prendre du temps. Moi ma spécialité c'est vraiment la course pure, hein, c'est-à-dire tout ce qui va être travail d'aérobie surtout, hein, parce que le sprint c'est pas mon truc, mais tout ce qui est course d'endurance, bien gérer son allure. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, hein, pour ceux qui sont dans le chat et qui m'écoutent, je vais faire un podcast pour RTL le 25 novembre. Là, ça va être énorme. J'ai été invité pour un podcast. Ça va être super sympa. Attendez, il faut que je vous montre ça. RTL. Alors, je sais plus exactement le nom du podcast. Fait chier. Attendez, j'ai peur de dire une bêtise. Bon, en tout cas, c'est pour RTL. J'ai été invité pour un podcast. Voilà, ça va être super sympa. On va parler de ces choses-là, justement, que je maîtrise un peu mieux que le renfo et la muscu. On va discuter de bien gérer ses allures, notamment sur un 10 km. Ça, c'est vraiment mon truc. Là, j'ai quand même un peu plus de billes, un peu plus de connaissances, de compétences et d'expérience. Et pour le renfo et la muscu, ça viendra petit à petit. Mais on en reparlera, Jérémy, si tu veux. On se refera un live muscu dans quelques mois, là. Et je te dirai si j'ai progressé. Si j'ai fait des progrès, tout ça. Muscu mardi soir et le seuil mercredi soir. Pré-fatigue à 24 heures. Ah bah oui, la nuit super important. On ne le dira jamais assez, hein. C'est pas forcément le thème du live, mais puisqu'on en parle, pour la récupération, le sommeil, c'est la source de récupération numéro 1, hein, bien sûr, hein, ça passe avant. Bon, non, l'alimentation c'est important aussi, mais bref, il faut dormir, hein, super important, hein, donc le sommeil c'est comme ça qu'on se régénère. Il se passe plein de choses excellentes dans le corps quand on dort, notamment au niveau hormonal. Voilà, c'est super important. On n'imagine peut-être pas, on se rend pas forcément compte à quel point on se fait du bien quand on dort. Donc oui, évidemment Jérémy, que la nuit, les 24 heures avec la nuit entre la muscu et le seuil, évidemment que ça régale et que c'est essentiel, hein, c'est hyper important. Maësys, dans la position de coach, c'est cool, mais intervalles et jambes lourdes, c'est dur. Oui, bonne remarque, Maësys, mais je le rappelle encore une fois, je suis coach et athlète. Donc, dans la position de coach, c'est cool, mais je connais aussi la position d'athlète qui est moins cool, avec les jambes lourdes et tout. Mais voilà, c'est un concept, la pré-fatigue et tout ça. C'est une stratégie intéressante pour travailler. Et, je dirais pas qu'il faut le faire à chaque fois, mais c'est intéressant à faire. J'ai déjà expérimenté et c'est vrai que c'est intéressant. Notamment, là, je prépare un marathon. Le marathon, on sait que c'est une épreuve essentiellement musculaire, que le marathon, ça devient super dur, notamment à partir du 30e kilomètre, les fameux 12 derniers là qui sont vraiment hard. C'est là que tu commences à avoir super mal aux jambes, etc. Et donc, être capable, habituer ton corps pendant la prépa à choquer justement ton corps, ton organisme, et à faire travailler tes jambes et ton corps en situation de pré-fatigue pour développer cette résistance musculaire, je pense que c'est hyper bénéfique et même spécifique au marathon. Jérémy, on se verra à Boulogne. Bah ouais, grave. Attends, comment ça, Jérémy, tu cours à Boulogne dimanche ? Bah grave, hein, moi, attends, t'inquiète pas que Jérémy, que moi, dans 6 jours, là, c'est quand même... c'est le titre du live, quand même. C'est vrai qu'on parle pas du tout de ça, là, mais... Voilà, c'est mon côté un peu putaclic quand même. Tous les gens qui ils voient le titre sur Twitch et YouTube, je cours le semi-marathon le plus rapide de ma vie, ils s'attendent à voir un débrief de course avec des images de fou. Non, les gars, juste on discute de blessures là. Mais oui, Jérémy, je te confirme, à Boulogne, je suis tout feu tout flamme, je veux défoncer mon RP. Tu vises combien, Jérémy ? Tu vises combien ? N'hésite pas à me parler de ton petit objectif dans le chat. Au plaisir de te croiser là-bas.
On va avancer un petit peu quand même, je vois l'heure qui tourne. Il me reste encore 2-3 questions, je crois. La suivante. Bah non, attends, celle-là, non, j'étais pas sur la bonne question. Donc on l'a traité, hein, cette question. Comment faire prendre du plaisir en faisant du renfo. Mon conseil, voilà, je le répète de manière très succincte, faites du renfo en groupe, voilà, avec des personnes que vous aimez bien. C'est beaucoup mieux quand on est bien entouré. Premier semi sera forcément RP. Ok, bah oui. Donc pas de pression du chrono pour Jérémy, c'est son premier semi. Bah écoute Jérémy, je te souhaite un excellent semi. Effectivement, ce sera forcément RP, donc ça c'est cool. Idéalement sub 1h20. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Sub 1h20, donc ça doit faire du 3,50 au kill à peu près, je suppose. 3,50. En tout cas, bon courage Jérémy, et au plaisir de te croiser à Boulogne dimanche. Question suivante avant de couper le live. Question intéressante. Tu conseilles combien de kilomètres par semaine pour un cadet ou un junior? Alors, question intéressante, réponse peut-être un peu décevante, encore une fois, comme quand Jérémy me demandait est-ce qu'il faut faire d'abord la muscu et ensuite la qualité ou l'inverse. Et bah là, pour répondre à cette fameuse question du kilométrage, je donnerai la même réponse qu'à Jérémy. Et ben ça dépend. La vérité, c'est que ça dépend. Ça dépend surtout en fait de l'athlète en question et de ce qu'il a déjà fait, en fait, de son vécu, de son passé athlétique, son passé de coureur. Parce que si tu as commencé à courir quand tu avais 5-6 ans, quand tu étais poussin, éveil athlète, tout ça, et que tu t'es entraîné régulièrement toutes les années jusqu'à cadet junior, bon bah quand tu arrives cadet junior, enfin si tu as bien géré ta progression, parce que attention, faut aussi matcher ça avec la croissance en parallèle, donc attention à pas trop en faire quand on est trop jeune, mais si t'as fait ça intelligemment et que t'es monté en puissance au fil des années, et que tu fais ça depuis que t'es tout petit, depuis que t'as 4, 5, 6 ans, putain, quand t'arrives cadet junior, tu peux déjà encaisser des grosses charges. Donc vraiment, cette question-là, ça dépend pour de vrai, et ça dépend surtout du profil de la personne et de ce qu'elle a déjà vécu. Si t'es cadet mais que t'es débutant, bon bah là, un cadet débutant... Déjà réussir à courir 3 fois par semaine entre 40 minutes et 1 heure maximum, c'est déjà extrêmement bien. Mais si t'es un cadet en mode Jacob Ingebrigtsen et que tu cours depuis que t'es bébé, depuis que t'es au biberon, tu cours déjà, et que t'es monté en puissance au fil des années au maximum, je sais pas, il faudrait que je vérifie parce que Runwise, de toute façon, faut avoir avec Maxime Lopez, parce que Maxime Lopez, dans toutes ses vidéos, il est obligé de parler de Jacob Ingebrigtsen à un moment ou à un autre. Donc bon, à force de regarder les vidéos de Runwise, j'en ai appris pas mal sur Jacob Ingebrigtsen. Je crois pas dire de conneries en disant que Jacob, en cadet, il était déjà à plus de 100 km semaine, genre peut-être 120, 130 km semaine. Donc voilà, ça dépend en fait, voilà, ça dépend. Ça dépend de où est-ce que t'en es quand t'es cadet ou junior. Est-ce que tu débutes ? Est-ce que tu fais ça depuis 2, 3 ans, 4, 5, 6 ans? Et qu'est-ce que tu faisais pendant ces années précédentes quand tu as commencé à courir? C'est vraiment une question qui dépend de pas mal de choses. Mais pour essayer de donner une réponse quand même satisfaisante et un peu plus globale, concrète, mon premier coach de course à pied avec qui j'ai appris beaucoup de choses, dédicace à Philippe, mon premier coach en tout cas, ce qui m'a appris à l'époque quand j'étais cadet, parce que j'ai commencé à bosser avec mon premier coach en cadet, en gros, la règle un peu générale qui s'applique à beaucoup de gens, c'est quand t'es cadet, tu cours 4 fois par semaine. Et quand t'es junior, en gros c'est minimum 3 fois par semaine, cadet tu passes à 4 fois par semaine, junior 5 fois par semaine, junior 1 5 fois par semaine, junior 2 tu passes à 6 fois par semaine, et après quand t'es espoir senior, bon voilà tu peux courir tous les jours, même tu peux doubler, etc. Ça c'est la règle un peu générale, quand tu veux optimiser tes performances et battre tes records. Donc pour répondre à cette question, selon cette règle générale, ce serait cadet 4 fois par semaine, junior 5 fois par semaine, junior 1 5 fois par semaine, junior 2 6 fois par semaine. Et alors qu'est-ce que ça représente en kilomètres? Qu'est-ce que ça représente en kilomètres? Bon ça c'est pareil, ça dépend du contenu quand on dit 4 fois par semaine, ok très bien, mais 4 fois de quoi? Moi je pense que quand t'es cadet, t'as pas forcément besoin de courir plus d'1 heure, en tout cas pas beaucoup. Tu peux se faire quelques sorties longues de temps en temps, mais tu fais pas des marathons quand t'es cadet, donc il n'y a pas besoin de faire des grosses sorties longues. Donc qu'est-ce que ça représente en kilomètres? Bon je sais pas, entre 30 et 50 pour donner une fourchette assez large. Mais ça dépend encore une fois. Voilà, si je reparle de Saada, voilà, vous avez peut-être vu, j'espère, cette belle vidéo. Attendez. Cette vidéo là, voilà, sur Saada, à 16 ans il fait déjà 15,005 km. Je me sens extrêmement chanceux de travailler avec cet athlète depuis 1 an maintenant. Ça fait un peu plus d'1 an que je bosse avec Saada. Saada il a quand même
ça fait déjà des années qu'il court, il a des bonnes prédispositions, des bonnes capacités. Bon, bah lui, et puis surtout, il est très très, enfin, c'est son projet de vie, voilà, de vraiment progresser au maximum et d'essayer de viser le haut niveau, tout simplement. Bon, bah là, Saada, il court plus que 4 fois par semaine. Il est encore cadet là. Il court plus que 4 fois par semaine, il court plus que 50 km par semaine, il est plutôt à 5-6 fois par semaine avec un volume en kilomètres sur les grosses semaines, il est à 70-75 km. Mais voilà, c'est pas tous les cadets qui sont comme ça, c'est Saada qui est comme ça, mais j'ai d'autres cadets dans mon groupe qui vont courir un peu moins, parce qu'ils ont moins de vécu athlétique, encore une fois, et un passé de coureur un peu moins important, et aussi un peu moins d'ambition aussi, ça dépend aussi de ton projet, quoi. Donc voilà, la meilleure réponse à cette question, c'est quand même ça dépend. Il a fait exprès de faire 15-0 tout rond pour la Minia. Bien vu Maëzis, bien vu. Je sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas ça tombe très très bien. Parce que au début j'avais le seum, on avait le seum, parce que vas-y 15-0 fait chier quoi, tu vois, tu loupes le sub et tout. Genre 14-59 ça nous aurait plus fait plaisir sur le coup. Mais avec du recul, je pense que ouais, 15-0-0, c'est tout rond, ça claque. Et sur la Minia, un 14-59, ça rendait un peu moins bien, je pense. Donc je sais pas s'il a fait exprès, mais au final, ça nous arrange pour la vidéo. Jérémy qui dit, tu coaches combien de personnes en tout? Bonne question, c'est pas si simple à répondre. Donc déjà, j'ai 2 activités. Hein. J'ai mon coaching en club, où là c'est plutôt du bénévolat. Alors j'ai quand même un petit défraiement, hein. Je touche un peu d'argent, mais bon, c'est de l'associatif, donc disons que je fais pas ça pour l'argent. Et là en club, je vais je vais coacher. Alors j'ai un groupe de, j'ai jamais tout le monde au complet, mais on va dire, je suis entre 20 et 25 personnes par séance à peu près. On va dire, on va dire 25 personnes. J'ai 25 personnes en club, et après j'ai mon activité de coaching privé personnalisé sur Nolio, où là c'est pas dans le cadre du club. Et là, où là on va aller un peu plus dans la personnalisation, pardon, dans les plannings, dans les séances, etc. Et là, Et là, j'en ai une dizaine. Donc voilà, Jérémy, pour répondre à ta question, j'ai une dizaine d'athlètes en coaching privé et j'en ai à peu près 25 dans le cadre du club. Voilà. C'est pas exactement la même prestation, hein, mais... Donc on peut dire qu'actuellement, je coach une petite quarantaine d'athlètes, une grosse trentaine à peu près, quoi. J'ai une dernière question. Maëzis, ça va te faire plaisir celle-là. La dernière question pour finir. Une question de Maëzis justement qui me demandait, j'ai rencontré un coureur avec du saucisson sur un marathon. Est-ce que le plaisir de manger est supérieur à la perf? On va finir sur cette question, on va finir là-dessus. C'est un bon mot de la fin, je trouve. Une bonne ouverture pour réfléchir un peu. Je faisais référence au coach privé. Voilà, une dizaine, Jérémy. J'en ai une dizaine actuellement. Alors, ça dépend pas. Enfin, c'est pareil, j'ai plusieurs prestations dans le coaching privé. J'en ai une dizaine en coaching vraiment avec le suivi, c'est-à-dire que vraiment on fait des visios, on s'appelle, on s'envoie des messages et tout. Ça, j'en ai une dizaine. Mais j'ai aussi des clients qui vont juste m'acheter un plan. Donc c'est aussi moins cher, hein, donc c'est plus abordable, plus avantageux pour eux s'ils n'ont pas besoin du suivi. Donc là, j'ai aussi j'ai d'un côté les clients qui m'achètent des plans tout faits. Et de l'autre côté, ceux qui sont donc la fameuse dizaine d'athlètes, comme je te disais, qui eux bossent avec moi avec un suivi régulier, quoi. Où vraiment toutes les semaines on communique ensemble et tout. Voilà, pour finir là-dessus. Et donc la petite question de Maëzis pour finir ce live très sympa avec vous. Est-ce que le plaisir de manger est supérieur à la perf? Excellente question. Alors, pour répondre à cette question, je reformulerai un peu la chose. Je dirais que pour faire des bonnes performances, il faut avoir du plaisir dans ce qu'on mange. Voilà. C'est-à-dire que alors l'alimentation, c'est tout un sujet. Alors là, si on commence à rentrer là-dedans, je peux vous dire qu'on n'a pas fini le live. Donc je ne suis pas Nouchka Diète, hein, je suis pas... Voilà. Comme je disais tout à l'heure avec Jérémy sur la muscu, je ne suis pas préparateur physique et je ne suis pas nutritionniste non plus. Hein. Mais cependant, en tant qu'athlète et coach, j'ai quand même quelques notions, hein, rudimentaires sur la nutrition, l'alimentation dans le cadre du sport. Et pour vous dire un peu ce que j'en pense, je pense que le plaisir de manger, c'est super important. Je dirais pas que c'est
plus important que la perf, mais je dirais que le plaisir de manger engendre des bonnes performances parce que si tu kiffes ce que tu as dans ton assiette, et ben ça, il y a un aspect en fait mental qui est super important. C'est pas qu'une histoire de physique, c'est pas qu'une histoire physiologique, c'est aussi, enfin voilà, les jambes elles marchent pas toutes seules, les jambes elles marchent avec la tête. Et donc si la tête est au top du top, si on a de la fraîcheur mentale, si on a envie, si on a la dalle en fait tout simplement, si on est épanoui, si on se sent bien dans notre corps, alors à partir de là, de cette base-là, en découlent des bonnes performances, je pense, c'est mon point de vue. Hein. Et alors que si tu te forces à manger des aliments, alors je vais mettre des guillemets, hein, on va dire des aliments un peu très diététiques, où on se dit, allez, il faut absolument que je mange des aliments bons pour la santé, voilà, pour faire des bonnes performances. Et si tu te retrouves à manger tous les jours une assiette avec que des légumes verts et du riz sans sauce parce qu'il faut pas manger de la sauce parce que c'est trop gras, trop salé, bla, et que tu manges jamais de dessert, jamais de gâteau un peu sucré parce que tu te dis ah mais ouais mais ça fait grossir ou je sais pas quoi, et que tu as des anxiétés par rapport à ça, par rapport à ton poids, je pense que là c'est le meilleur moyen de se diriger vers des contre-performances, et que au contraire il ne faut pas hésiter à se faire plaisir avec un bon burger frites de temps en temps, une bonne pizza des familles. C'est ma take, voilà, je le dis, je l'assume, je suis persuadé de ça. Alors attention, je vous dis pas qu'il faut forcément manger des burgers et des frites et tout ça, mais si ça te fait plaisir de temps en temps, une fois de temps en temps, eh bah vas-y, fonce. Faut pas en manger tous les jours, évidemment. Mais de temps en temps, si ça te fait plaisir, c'est super important, je pense, d'avoir ça. Donc voilà. Et donc pour reparler un peu de cette question, avec du saucisson sur un marathon, parce que j'ai beaucoup parlé de la deuxième partie de la question, mais aussi la première partie de la question qui est intéressante. Et là, je suis un peu moins d'accord. Enfin, moins d'accord. Si ce fameux coureur arrivait à bien digérer son sifflard pendant le marathon, tant mieux pour lui, grand bien lui fasse. Moi, j'avoue que j'arrive pas à me projeter. Hein. J'ai mon marathon dans un mois. Je me vois pas du tout prendre ma petite rondelle de saucisson pendant que je cours à Malaga sur le marathon. Évidemment, c'est quand même pas le ravito idéal. Je vous suggère, privilégiez l'option des gels énergétiques quand même. Le gars qui m'a dit ça était un peu mystique quand même. En tout cas, ça me donne envie de le rencontrer et de taper un peu la discute avec lui, parce que franchement, du saucisson sur un marathon, je dirais pas que c'est du jamais vu, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais jamais vu ça. Voilà, les gels énergétiques, c'est quand même un peu plus adapté, un peu plus approprié à l'effort. Donc un peu une dinguerie quand même de prendre du saucisson sur un marathon. En tant que coach, ce n'est pas ce que je recommande. Maintenant, pour la deuxième partie de la question qui est vraiment intéressante, oui, le plaisir de manger, super important. Je vous le rappelle, on fait quand même, encore une fois, hein, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas Nouchka Diète, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais en tant que coach et athlète, j'ai une expérience à faire valoir et à partager, et je vous le dis vraiment, on fait un sport d'endurance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on brûle énormément de calories tout le temps, et il faut les recharger, ces calories, quelles qu'ils soient. Et même si c'est des calories de pas très très bonne qualité, et c'est des calories quand même. Donc manger équilibré un maximum, oui. Manger un peu de tout, c'est-à-dire beaucoup de protéines. On parle pas beaucoup des protéines, mais c'est super important quand on casse des fibres, quand on va vraiment tabasser, même si c'est un sport d'endurance, donc ça va utiliser aussi beaucoup de glucides, mais il faut aussi des protéines pour la reconstitution musculaire en récupération. Il faut un peu de tout en fait. Mais un burger de temps en temps, voilà, une bonne pizza des familles, ça régale. Et c'est des calories qui sont bons à prendre pour le corps, même si c'est peut-être pas les calories les plus les plus idéaux, je sais pas si ça se dit, c'est pas les calories les plus adaptées peut-être pour une performance vraiment optimisée au max, mais c'est des calories quand même, c'est quand même des munitions, des nutriments qui vont vous aider, qui vont aider votre corps à faire un entraînement d'endurance le lendemain, voilà. Jérémy qui dit c'est comme le Nutella, taper un pot sur la semaine c'est contre-productif, mais une tartine ou deux c'est pas ça qui va empêcher de perdre, je pense. Je suis 100% d'accord avec le message de Jérémy dans le chat. Voilà, c'est complètement ça. C'est une histoire de dosage en fait, c'est de trouver le juste milieu. Faut doser, faut doser. Et je pense qu'un burger tous les jours ou un pot de Nutella tous les jours, c'est pas du tout bien dosé. Là, on n'est plus du tout dans le dosage. Là, c'est beaucoup trop extrême. Mais de temps en temps, une tartine ou deux, une petite pizza de temps en temps, carrément, faites-vous plaisir. Voilà.
Il est 22h10. Je sais pas si dans le chat, là, il y en a qui n'ont pas encore mangé. Mais si vous savez pas quoi manger ce soir et que ça vous fait plaisir de vous taper un petit burger et une petite pizza, eh ben, ne culpabilisez pas, bon sang. Allez-y, rechargez vos glucides de cette façon-là, ça marche aussi. Et ça vous fera du plaisir. Et donc, encore une fois, je parlais du mental tout à l'heure. Mentalement, ça fait du bien de se faire plaisir. C'est super important pour le cerveau d'avoir ces petits moments aussi de réconfortant. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le réconfort. C'est super important aussi, surtout dans un sport aussi exigeant comme la course à pied, où on se fait mal quand même. Hein, sur des grosses prépas marathon, on va bouffer un énorme volume, tout ça. Putain, on veut du réconfort aussi. On veut du réconfort. Ça dépend de quel burger on parle. Oui, là, c'est toujours pareil. En fait, voilà. La réponse à toutes les questions, c'est souvent ça dépend quand même. C'est sûr que le burger du McDo, voilà, très industriel avec des aliments pas ouf, bah, il est moins bien que le petit burger fait maison que tu vas préparer toi-même avec des bons aliments, etc. Donc c'est toujours pareil, de quel burger on parle. Voilà, un truc fast-food, un truc plus quali. Donc voilà, ça dépend. Voilà, je pense que ça dépend. C'est un peu la réponse universelle à beaucoup de questions qu'on peut se poser. À chaque fois, voilà, c'est de quoi on parle, de préciser un peu le contexte et tout ça. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais globalement, voilà, je pense que pour ce qui est de la question de l'alimentation, le plaisir, c'est vraiment essentiel, je pense. Parce que si tu te fais pas plaisir dans ton assiette, bon courage, hein, bon courage pour tenir le rythme, la régularité d'une prépa très très longue sur une saison complète. C'est vraiment dur de tenir le coup, tu finis par craquer, je pense, si t'as pas ce plaisir, ce réconfort que tu vas trouver dans l'assiette. Je pense, voilà. Écoutez, pour moi c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Après, il y avait j'avais pas retenu d'autres questions. Je crois que c'était tout. Ouais. Je crois que c'était tout. Ça fait un moment qu'on est en live. Je crois que ça fait plus d'une heure à peu près. C'était très sympa. Voilà, merci beaucoup pour votre participation dans le chat. On a passé un bon moment tous ensemble. On a parlé de thèmes, voilà, de sujets très très importants en rapport avec la course à pied. Je pense que je referai des petits lives comme ça, un peu FAQ. Moi, j'avoue que voilà, ça m'arrange un peu parce que j'essaye à chaque fois sur les lives tous les lundis soirs, je rappelle, chaque lundi je suis en live et j'essaye de trouver des bonnes idées de concept, des trucs vraiment fun qu'on pourrait faire ensemble. Mais des fois, voilà, comme ce soir, j'ai pas de concept. Voilà, j'avoue, là, je suis venu comme ça, un peu. Je reconnais, hein, voilà, je n'avais pas de concept pour le live de ce soir et donc je me suis dit, puisque j'ai pas d'inspiration particulière, une petite FAQ des familles, c'est facile, ça régale. La petite story sur Instagram, voilà, j'ai reçu des questions quand même très intéressantes. Et donc je pense que je referai une petite session FAQ prochainement en live comme ça. C'est vraiment sympa de discuter avec vous des sujets qui vous intéressent le plus. Et entre passionnés de course à pied, voilà, on a quand même plein de choses à dire. Donc c'était vraiment intéressant. Voilà, j'ai passé un bon moment avec vous. À refaire clairement. Merci Jérémy, à dimanche à toi aussi. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et je te souhaite vraiment du fond du cœur, Jérémy, le sub 1h20 au semi-marathon de Boulogne ce dimanche. Lundi prochain, effectivement, Jérémy qui m'ôte les mots de la bouche, qui me tend des perches, qui me fait des passes décisives. La petite passe D de Jérémy, effectivement. Donc je le disais, hein, tous les lundis, je suis en live sur Twitch et sur YouTube, vous le savez. Et donc lundi prochain, le thème du live, clairement, très très clairement, ce sera le débrief du semi-marathon de Boulogne. On en parle en live la semaine prochaine. Voilà Maïsis, hein, la réponse je viens de la donner. Jérémy l'avait déjà donné de toute façon dans le message précédent dans le chat. Semaine prochaine, c'est pas une tier list, ce sera vraiment un débrief de Boulogne. Ah mais attendez, vous voyez plus le chat en fait. Attendez, je vous remets le chat, voilà. Voilà, je pense aussi à ceux qui ont la rediff pour YouTube demain, pour qu'ils voient un peu le chat. Donc oui, Jérémy qui a donné la bonne réponse. Hein. Lundi prochain, ce sera bien le débrief du semi-marathon de Boulogne. Et Jérémy, n'hésite pas à passer sur le live lundi prochain. Tu nous raconteras un petit peu ta course en espérant que ce sera le sub 1h20 que tu souhaites. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Le petit mot de fin comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est vraiment là que je fais toute ma communication en story, que je vous tiens informé des prochains lives, des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, cette semaine, je vous le dis, pour ceux qui sont encore là, je pense que ça va sortir jeudi soir dans 3 jours. Grosse vidéo sur Strava. Voilà, une vidéo qui me tient très à cœur, que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et ça y est, là je sens que c'est le bon moment. Elle est en train de prendre forme cette vidéo. Elle n'est pas encore finie, il me reste encore. C'est pour ça que je la sors, je pense, pas avant jeudi. Il me faut encore 2-3 jours de boulot là. Mais ça commence à me plaire beaucoup cette vidéo.
J'ai très hâte de vous la partager. Et suivez-moi sur Instagram, parce que c'est sur Instagram que je vais vous annoncer la sortie de la vidéo en story. Bon, en vrai, suivez-moi sur YouTube, hein, c'est surtout sur YouTube que vous aurez la notif et que ça s'affichera dans votre fil d'actualité. Mais voilà, pour vous donner des petites infos, grosse vidéo sur Strava qui sort dans 3 jours, je pense. Dimanche, semi-marathon de Boulogne, et lundi prochain, le live sur Twitch et YouTube comme d'habitude à 21h pour débriefer ce fameux semi-marathon de Boulogne. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une bonne semaine. Merci beaucoup pour votre participation dans le chat, c'était super sympa. Et à bientôt pour de prochains lives et de prochaines vidéos. Ciao à tous, salut!